Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire du C2RP consacré aux métiers et formations relevant du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je reviens sur quelques petites règles techniques pour que le webinaire se passe au mieux. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions qui est disponible sur le côté droit de votre écran. Nos intervenants sont là pour ça, donc n'hésitez pas. Bonjour Yann, voilà, vous avez tout compris. Je vous indique également que dans l'onglet Apps, vous pouvez télécharger un certain nombre de ressources que nous vous mettons à disposition, notamment la présentation PowerPoint qui vous sera faite aujourd'hui, mais également des ressources complémentaires dont nous allons vous parler au fil de cette présentation. Également, vous allez recevoir dès la fin du webinaire la version replay si vous souhaitez l'utiliser par la suite. En deux mots, donc pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes le C2RP, donc Carif OREF des Hauts-de-France. Nous avons 4 missions principales: l'observation des liens emploi-formation, l'accompagnement et l'information des acteurs de l'emploi, formation, orientation, et la collecte de l'offre de formation professionnelle sur la région des Hauts-de-France. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour parler des métiers et formations du schéma régional des formations sanitaires et sociales en Hauts-de-France. On va voir notamment quels sont les métiers à enjeu rattachés aux formations du schéma régional. Nous ferons ensuite un focus sur justement les formations du périmètre du schéma avant d'aborder dans un dernier temps les compétences de la région en la matière. Pour évoquer tout cela, je suis accompagnée d'experts du sujet, donc notamment Monsieur Ludovic Coupin, responsable du service formation sanitaire et sociale à la région Hauts-de-France. Bonjour Ludovic. Bonjour à tous. Nicolas Sanen, chef du service des formations sociales et paramédicales à la DRETS des Hauts-de-France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Arnaud Prala, chargé de mission au service gestion et formation des professionnels de santé à l'ARS Hauts-de-France. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. Et donc également mon collègue Arthur Caillé, chargé d'études de l'observation au C2RP Hauts-de-France. Bonjour Arthur. Bonjour Gwendoline et bonjour à tous. J'en profite tout de suite pour vous annoncer que si vous êtes frustré à l'issue de ce webinaire, parce qu'effectivement, on va y aborder beaucoup de sujets, mais on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails, nous avons déjà prévu un deuxième webinaire le 18 janvier à 11 h pour se concentrer sur les questions des formations du schéma régional. Donc, vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site du C2RP pour compléter nos échanges du jour. Donc on va commencer tout de suite par les métiers rattachés aux formations du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Et avant de rentrer plus spécifiquement sur ces métiers, j'ai envie de poser une première question à Arthur. Pour entrer en matière, qu'est-ce qu'on entend par métier du sanitaire et social? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Et pour le dire très simplement, on parle de métiers dans lesquels les professionnels s'engagent dans l'accompagnement et le bien-être des autres dans les actes du quotidien. Et donc, c'est des métiers qui peuvent tout d'abord s'exercer dans l'action sociale et le médico-social, des domaines qui visent à favoriser l'autonomie et la protection des personnes, et en particulier à prévenir les situations d'exclusion. Et donc, c'est des missions qui s'étendent à l'ensemble de la population, avec une attention particulière portée sur les publics fragiles, et on peut penser notamment aux personnes en situation de handicap, de précarité ou les personnes âgées dépendantes. On rattache également ces métiers au secteur du médical et paramédical, dont la mission première est la préservation et la restauration de la santé des personnes suivies, avec des professionnels qui mènent des actions à la fois de prévention, de dépistage, de diagnostic et de soins. Et finalement, pour conclure très rapidement cette introduction, on peut dire qu'on est sur des filières riches d'une grande variété de métiers qui offrent de nombreuses opportunités d'emploi accessibles à tous les niveaux de formation. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus au cours de cette présentation. Merci beaucoup Arthur. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce que représentent ces métiers dans les Hauts-de-France et nous donner quelques chiffres clés pour qu'on s'en fasse une idée plus précise? Très bien, très bien. Et bien, pour commencer avec le secteur de la santé dans les Hauts-de-France, on note tout d'abord que la région compte environ 7400 établissements employeurs,
Et parmi les évolutions qui impactent ce secteur d'activité, nous pouvons citer le développement des innovations technologiques. Je pense notamment aux dispositifs médicaux implantables et la montée de la télémédecine. Et ces avancées sont notamment influencées par le vieillissement de la population régionale, ce qui génère de nouveaux besoins en termes d'organisation du parcours de soins. La population active dans ce secteur atteint environ 180 000 professionnels, représentant 9% de l'emploi régional. Et on peut surtout retenir ici que nous sommes sur des métiers majoritairement exercés par les femmes. Et on constate d'autre part un vieillissement de la population active qui induit des besoins de renouvellement à moyen terme. Sur les besoins de recrutement précisément, environ 12 000 projets de recrutement sont prévus pour cette année et ces projets concernent principalement des postes d'aides-soignants et d'infirmiers et dans une moindre mesure les techniciens médicaux et préparateurs en pharmacie. Et ce sont également des métiers qui seront fortement en fait sollicités et demandés en fait dans les années à venir parce qu'on estime à l'horizon 2030 par exemple 24 000 postes à pourvoir pour les aides-soignants et 22 000 pour les infirmiers et sages-femmes. Et à ces métiers s'ajoutent également les médecins et assimilés. Hop. Il est cependant important de noter que les métiers de la santé sont tous en tension actuellement sur notre territoire. Et les raisons avancées par les établissements employeurs pour expliquer ces difficultés sont tout d'abord la nécessité d'avoir le diplôme et la formation ad hoc pour exercer, le manque de main-d'œuvre disponible et les conditions de travail, et enfin les types de contrats proposés, et ce généralement en début de carrière. On attaque maintenant le domaine du social en région. Et donc, dans ce secteur, notre territoire compte 5 000 établissements et 250 000 particuliers employeurs. Et c'est un secteur qui est fortement impacté par les changements sociodémographiques qui sont en cours sur notre territoire, avec d'une part des besoins en service à la personne en augmentation, principalement en raison du vieillissement de la population régionale, et d'autre part l'évolution des situations individuelles et familiales des personnes accompagnées, jugées de plus en plus complexes et singulières. Nous comptons environ 120 000 professionnels, soit 6% des actifs en région, exerçant principalement dans le secteur d'activité du social et des services à la personne. Et comme observé dans le domaine de la santé, on constate une majorité de femmes en activité, ainsi qu'une avancée en âge de ces professionnels. Sur les perspectives de recrutement pour 2023, plus de 14 000 projets ont été déclarés, principalement dans les métiers d'aide à domicile, d'éducateurs spécialisés et de professionnels de l'action sociale. Et par professionnels de l'action sociale, entendez assistante sociale, conseillers en économie sociale et familiale. Et à moyen terme, les métiers les plus demandés dans les années à venir incluront à nouveau les aides à domicile et les professionnels de l'action sociale, ainsi que les assistants maternels. Même chose ici, ces métiers que nous venons de citer restent soumis à de fortes tensions qui s'expliquent par un certain nombre de facteurs, mais qui renvoient aux mêmes problématiques évoquées précédemment pour les métiers de la santé. Et donc voilà en gros l'aperçu général qu'on peut donner sur ces secteurs en région à ce stade. Merci beaucoup Arthur pour ce premier panorama assez large. J'en profite pour indiquer aux participants au webinaire que ces formats type un peu infographie des métiers de la santé et du social seront mis à disposition avec le replay sur notre site internet si vous souhaitez les utiliser dans vos actions et l'intégrer dans vos boîtes à outils. Donc merci Arthur, on a pu voir là rapidement ce que sont les métiers du sanitaire et social au sens large. Toutefois, vous l'avez vu dans le titre de notre webinaire, nous allons dès à présent et pour la suite de ce webinaire nous concentrer sur le périmètre du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Et pour que tout le monde comprenne bien de quoi on va parler, Ludovic, est-ce qu'en un mot, vous pouvez nous dire ce qu'est ce périmètre du schéma régional des formations et quelles sont ses spécificités ? Donc le périmètre du schéma régional des formations sanitaires et sociales est issu des lois de décentralisation qui ont confié aux régions en plusieurs vagues la compétence autour du suivi et des autorisations d'un certain nombre de formations. Donc pour illustrer, il y a par exemple, comme on l'a vu précédemment, les médecins qui sont dans les métiers. Pour autant, cette compétence et cette formation médecin n'est pas dans le schéma régional des formations sanitaires et sociales. À l'inverse, par exemple, des masseurs kinésithérapeutes qui, eux, sont dans le schéma régional des formations sanitaires et sociales. Et pour un autre exemple au niveau du social, eh bien, par exemple, les assistants de vie familiale,
eux, sont dans le périmètre du schéma lié aux lois de décentralisation et ne sont pas dans le schéma, pardon, et l'éducateur spécialisé l'est. Donc vous avez ici, sur les 2 prochaines diapos, le détail des métiers qui sont concernés par le schéma régional des formations sanitaires et sociales. Donc ça n'embrasse pas l'ensemble des métiers, mais bien ceux que vous avez ici en diapositive et qui sont classés par famille de métiers au niveau de l'accompagnement social, des filières éducatives, des professions de l'aide à la domicile ou du maintien, de l'encadrement et de la formation au secteur social. Et si on revient sur la précédente, merci Gwendoline, pour le sanitaire, eh bien ces métiers sont classés par famille au niveau du soin, de la rééducation, la réadaptation, des professions médicales et pharmaceutiques, des métiers de l'encadrement ou des techniques de la santé. Et en face correspondent un certain nombre de métiers et aussi souvent d'une formation liée, mais on y reviendra plus tard. Oui, exactement. On reviendra sur le détail des formations dans la deuxième partie du webinaire. J'en profite pour préciser aux participants que sur ces slides-là que vous pouvez télécharger, nous vous avons intégré des liens vers les fiches des dites formations sur le site de France Compétences. Donc, vous aurez directement toute l'information disponible. Merci beaucoup, Ludovic. J'ai une question un peu complémentaire sur le sujet que j'ai déjà pu poser à Nicolas pendant la préparation et qui m'interroge toujours quand on parle des formations du schéma régional des formations sanitaires et sociales. C'est pourquoi certaines professions sont réglementées. Alors, c'est vrai qu'on va parler de professions réglementées ou d'activités réglementées. Ça concerne donc l'exercice d'une activité qui nécessite de posséder un diplôme ou une qualification spécifique. L'exercice de ces activités est subordonné au respect de certains critères et aux conditions d'exercice qui font l'objet d'un encadrement réglementaire imposé par l'État. L'objectif de cette réglementation, pour le comprendre, c'est de réguler l'accès à la profession, de faire en sorte que le public s'adresse à des professionnels compétents qui appartiennent à une liste répertoriée. Une des raisons d'être de ces professions réglementées, et surtout dans notre secteur, est la mise en danger de la santé du patient en cas de mauvais exercice. C'est le cas pour une majorité des professions paramédicales. On va aussi parler d'actes exclusifs dans certaines situations. Donc ainsi, un professionnel qui exercerait, pour exemple, le métier d'infirmier, masseur-kiné ou ergothérapeute, sans être titulaire d'un diplôme d'État, se met en situation d'exercice illégal et s'expose à des sanctions pénales. À noter que puisqu'on est frontalier avec la Belgique, une information qui peut être importante, c'est que les diplômés européens qui ne peuvent exercer sur le territoire français sans avoir obtenu au préalable une autorisation d'exercice. Rapidement, il s'agit d'un mécanisme de vérification des compétences cadré par une réglementation européenne. Et donc, c'est le cas pour l'ensemble des professions paramédicales. Tandis que sur le social, sur l'ensemble des diplômes en travail social, on a une seule profession réglementée qui est celle d'assistant de service social. On mettra, je pense, en lien notamment les informations concernant ces procédures d'autorisation d'exercer pour exercer sur le territoire français. Oui, parfait. Effectivement, on les mettra en lien disponible sur le replay sur notre site internet. Vous retrouverez toutes ces informations. Merci beaucoup, Nicolas. C'est effectivement plus clair. Je rappelle juste à tous nos participants que vous pouvez sans problème poser des questions. Donc voilà, là, nous, on déroule les principaux points qu'on voulait vous partager aujourd'hui, mais nos intervenants sont là aussi pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, n'hésitez pas à nous interroger dans le chat. Donc, on a pu faire jusqu'ici un point assez généraliste de constat sur les métiers du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Ce qu'on vous propose pour la suite de ce temps consacré aux métiers, c'est de s'attarder sur quelques exemples concrets de métiers particulièrement à enjeu. On en a choisi 4 collectivement qu'on va vous présenter maintenant. Et pour commencer, je vais donner la parole à Arthur. Est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide sur les essentiels du métier d'aide-soignant, s'il te plaît ?
Alors, pour le métier d'aide-soignant, on peut tout d'abord relever que la région compte 40 000 professionnels, ce qui en fait le deuxième métier le plus exercé dans le domaine de la santé. Et ses effectifs ont par ailleurs augmenté de 6% sur ces dernières années. Le taux de féminisation atteint ici 88%, et en ce qui concerne la pyramide des âges, la part des aides-soignants âgés de 55 ans et plus a connu une augmentation de 4 points depuis 2013. Cependant, il faut noter que cette part demeure inférieure à celle constatée pour l'ensemble des métiers régionaux, qui s'élève quant à lui à 18%. Pour conclure sur les données relatives à l'emploi, les principaux secteurs d'activité des aides-soignants comprennent tout d'abord les activités hospitalières, regroupant 55% des professionnels en activité, suivi par l'hébergement médicalisé, les aides à domicile, l'hébergement social pour personnes âgées et enfin l'administration publique. Sur les perspectives d'embauche, nous avons déjà évoqué précédemment les 5600 projets de recrutement prévus sur cette année, mais 56% d'entre eux sont jugés difficiles par les employeurs. Mais malgré ces difficultés, il faut encore une fois souligner que ce sont près de 24 000 postes à pourvoir d'ici 2030, si l'on se base à la fois sur la création nette d'emplois et l'estimation des départs en retraite à venir. Donc voilà l'aperçu général qu'on pourrait donner sur ce premier métier. Donc là, on a une sorte de carte postale de l'état du métier d'aide-soignant. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, pour vous, quels sont les enjeux principaux sur ce métier d'aide-soignant aujourd'hui dans les Hauts-de-France? Pour résumer, effectivement, le métier d'aide-soignant est en forte tension de recrutement au vu des données présentées préalablement. Mais il est aussi important de rappeler que ce métier d'aide-soignant propose une diversité de missions et notamment l'accompagnement des personnes au niveau des actes de la vie quotidienne, mais également dans le cadre de soins aigus, dans le cadre d'une collaboration avec l'infirmière. Ce métier d'aide-soignant permet également des évolutions professionnelles, notamment vers le métier d'infirmière, dans le cadre de la formation professionnelle continue, soit par un accès en première année de formation d'infirmière après un processus de sélection, et des dispositions réglementaires récentes permettent à des aides-soignantes expérimentées d'accéder à la formation infirmière dès la deuxième année. Il s'agit de parcours spécifiques. Ces dispositions réglementaires datent de cet été et tendent à être mis en place en région de France dans les mois qui viennent. Donc voilà en tout cas des perspectives d'évolution pour le métier d'aide-soignante vers le métier d'infirmière qui va raccourcir le programme de formation pour certains profils d'aide-soignants. Très bien, merci. Donc effectivement, un métier où il y a des besoins actuels importants et en plus des possibilités d'évolution de carrière dans l'avenir. Merci beaucoup. Arthur, je vais te demander un peu le même exercice sur le métier d'infirmier. Et on continue avec les infirmiers. Leur nombre s'élève à 45 000 en région, faisant de ce métier le plus représenté dans le domaine de la santé, et avec des effectifs qui ont augmenté de 6% au cours de ces dernières années. Nous retrouvons une part importante de femmes parmi ces professionnels, tandis que 11% d'entre eux sont âgés de 55 ans et plus, une proportion qui reste stable et qui reste inférieure à la moyenne régionale. Sans surprise, les activités hospitalières sont prédominantes avec 26 700 infirmiers, suivis des activités d'infirmières et de sages-femmes. Il faut entendre par là les activités libérales, de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, l'administration publique et pour terminer, l'enseignement secondaire. Du côté du recrutement, 3100 projets déclarés pour cette année, mais plus de la moitié sont jugés difficiles par les employeurs. Et enfin, pour l'avenir, environ 22 000 postes à pourvoir sont estimés en région d'ici 2030. Merci Arthur pour ce rapide panorama. Arnaud, est-ce que vous pouvez de nouveau nous dire, selon l'ARS, les enjeux principaux? Alors, bien évidemment, au même titre que le métier d'aide-soignant, le métier d'infirmier est un métier en forte tension de recrutement, avec des spécificités à remarquer, notamment concernant les infirmières hospitalières. Selon une étude DRES d'août 2023, il est noté que près d'une infirmière hospitalière sur 2 a quitté l'hôpital ou changé de métier après 10 ans de carrière. Et une infirmière hospitalière sur 10
a quitté son emploi salarié pour un exercice libéral exclusif après 10 ans de carrière. Ces données sont importantes à prendre en compte pour comprendre voilà, la pérennité de l'exercice infirmier en milieu hospitalier. Il faut aussi entendre que le métier d'infirmier est un métier qui permet des évolutions professionnelles vers des spécialisations, notamment le métier de puéricultrice ou d'infirmière de bloc opératoire. Après quelques années d'exercice, le métier d'infirmière peut évoluer vers le métier d'infirmière anesthésiste, par exemple, ou sur d'autres missions comme cadre de santé ou infirmière de pratique avancée. Donc, c'est un métier aussi qui permet des perspectives d'évolution professionnelle à prendre en compte dans les parcours des jeunes souhaitant s'engager dans ce métier. Il est également à noter que le métier d'infirmier est en cours de refondation. En tout cas, des réflexions sont actuellement en cours afin d'envisager des perspectives en matière de nouvelles compétences pour les infirmières. Donc, nous attendons des évolutions réglementaires dans les mois à venir sur ces nouvelles compétences qui pourraient être dévolues aux infirmières. Parfait, merci beaucoup pour ces informations. Je pense que voilà, nos participants ne manqueront pas de rester en veille sur ces évolutions à venir et nous ne manquerons pas de les relayer aussi dans les newsletters du C2RP pour tenir informé tout le monde de ces changements en cours. Merci Arnaud, merci Arthur. Donc voilà, on a choisi de faire ce focus sur les métiers d'aide-soignant et d'infirmier qui sont les principaux métiers en tension et à enjeu aujourd'hui du côté du sanitaire sur les métiers relevant du schéma. Nous avons aussi choisi le métier d'assistant de service social du côté des métiers du social. Et pour cela, je vais d'abord donner la parole à Nicolas pour nous présenter quels sont les principaux enjeux sur ce métier. Alors, on va avoir effectivement plusieurs préoccupations pour le métier d'assistant de service social que nous traitons d'ailleurs dans le cadre du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Un problème principalement lié à l'attractivité du métier, puisqu'effectivement, on le verra ensuite, voilà, il y a de gros besoins en termes de recrutement. On a également un problème d'attractivité à l'entrée en formation. On se rend compte effectivement que les centres de formation ont des difficultés effectivement à accueillir des étudiants qui souhaitent s'orienter vers ce métier-là. Et on va pouvoir également avoir en cours de formation des difficultés liées à l'abandon ou autre. On peut s'interroger notamment sur l'orientation, la connaissance du métier ou autre. Le métier d'assistant de service social est très varié. Il intervient auprès de personnes confrontées à diverses difficultés. Donc, ça va être d'ordre économique, d'insertion, familiale, de santé, logement. Il accueille, il soutient, il oriente, il accompagne la construction de projets en tenant compte des potentialités des personnes. 4 missions principales qui relèvent de sa compétence, l'évaluation de la situation des personnes accompagnées, le conseil, l'orientation, l'accompagnement de personnes sur la base d'un projet et la participation au développement social local. Les assistants de services sociaux peuvent exercer dans le secteur privé comme dans le cadre d'une des 3 fonctions publiques. Et ils sont principalement employés par des collectivités locales, bien entendu. On pense notamment aux départements et aux communes, mais également par l'État, des établissements publics tels que les hôpitaux, les organismes de protection sociale et bien sûr en secteur privé sur des associations du secteur sanitaire et social. Compte tenu de la variété des employeurs, les domaines et secteurs d'intervention sont donc extrêmement diversifiés. On pense évidemment à l'aide sociale à l'enfance, mais il y a également le handicap, les personnes âgées, le service social en entreprise, le milieu hospitalier. Et donc, on a un taux d'insertion sur ce métier qui reste très élevé au regard notamment des besoins. Et sur certains secteurs, on pourra le voir, donc les employeurs font état de difficultés à recruter des professionnels. Très bien, merci Nicolas. Donc effectivement, on voit des belles perspectives sur ces métiers, des besoins, mais plutôt un enjeu autour de la connaissance et de l'attractivité, où là, en tant qu'orienteur, il y a un fort rôle à jouer. Arthur, pour compléter les propos de Nicolas, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés sur ce métier ? Tout à fait. Et donc la même présentation, mais cette fois-ci pour les assistants de service social. 6800 professionnels exercent en région Hauts-de-France et on peut tout d'abord relever que c'est un effectif qui a très fortement augmenté depuis 2013. On note également que la part de femmes est ici plus importante que dans les métiers précédemment vus. Et sur les classes d'âge, même constat, la part des professionnels en fin de carrière a augmenté sur ces dernières années, mais elle reste toujours inférieure à la moyenne régionale. Nous retrouvons ces professionnels principalement dans les secteurs d'activité de l'action sociale sans hébergement, les activités hospitalières et l'administration publique pour ne citer que.
Et sur les perspectives, environ 1000 projets de recrutement ont été déclarés en 2023, dont 48% sont considérés comme difficiles en raison des diplômes demandés et du manque de main-d'œuvre disponible. Pour terminer encore sur les projections, on estime qu'environ 8000 postes d'assistants de service social seront à pourvoir d'ici 2030 pour répondre aux besoins. Les tensions actuelles vont se poursuivre potentiellement dans les années à venir. Merci Arthur. Le deuxième métier du social que nous avons décidé de mettre en valeur aujourd'hui pendant le webinaire est le métier d'accompagnant éducatif et social qui lui aussi fait face à des enjeux particuliers dans notre région Hauts-de-France. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ah, on ne vous entend plus, Nicolas. Avec le micro, c'est toujours mieux. Accompagnant éducatif et social, donc réalise des interventions sociales au quotidien. Son activité vise à accompagner les personnes en situation de handicap ou touchées par un manque d'autonomie, qu'elles soient à l'origine ou en tout cas de par nature. Il prend en compte les difficultés liées à l'âge, la maladie, le mode de vie, les conséquences d'une situation sociale, de vulnérabilité, pour permettre à la personne d'être actrice de son projet de vie. Donc, un accompagnant éducatif et social va accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ainsi que dans les activités de la vie sociale, scolaire et des loisirs. Il veille à l'acquisition, la préservation, la restauration de l'autonomie, que ça peut être donc à tous les âges de la vie, de l'enfant, de l'adolescent, l'adulte ou de la personne vieillissante. Les lieux d'exercice sont également très variés. Ils peuvent intervenir directement au domicile de la personne. On a parlé tout à l'heure des particuliers employeurs. Il y a également les services d'accompagnement à domicile, services d'aide à la personne. Voilà, tous les services qui peuvent intervenir au domicile de la personne, mais également en établissements sociaux, médico-sociaux. Là, on va penser principalement effectivement aux EHPAD, mais on a également les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les foyers d'accueil médicalisés et autres structures plus collectives. Donc, ils peuvent intervenir dans des structures d'accueil de la petite enfance, des établissements d'enseignement et de formation, d'emploi et d'activités culturelles. Le diplôme d'accompagnant éducatif et social, et dont nous évoquerons la formation dans un second temps, est assez récent puisqu'il date de 2016. Il remplace notamment les auxiliaires de vie sociale et les aides médico-psychologiques. Il y a un problème, il y a déjà un sujet au niveau de la connaissance de ce métier dont l'appellation est assez récente, mais d'autres métiers également peuvent effectuer des missions très proches de celles de l'AES, avec à chaque fois des formations différentes et peut-être un cadre d'intervention qui peut différer. On va citer les assistants de vie aux familles, les aides à domicile, l'auxiliaire de gérontologie ou encore l'assistant de vie dépendance. Et sachant qu'effectivement, le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social est un diplôme en travail social avec ses spécificités relatives, on va penser à l'animation ou au soutien psychosocial des personnes. Pour ceux qui auront été attentifs tout à l'heure sur la présentation des différents métiers, accompagnant éducatif et social a été intégré effectivement dans deux familles, celle du volet éducatif et celle de l'aide à domicile. Et donc effectivement, c'est un diplôme qui peut mener sur de nombreux cadres d'intervention et dans de nombreux types de structures. Et comme bon nombre donc de métiers du soin et de l'aide à la personne, on constate également de grosses difficultés de recrutement pour ce métier, que ce soit en structure plus collective ou sur le versant à domicile. Merci Nicolas. Donc oui, on voit des enjeux collectifs, mais aussi des points d'attention particuliers à avoir sur ce métier. Arthur, tu peux nous dresser un petit portrait stat en région ? Et oui, et pour finir, effectivement, avec les accompagnants éducatifs et sociaux, en mettant l'accent sur les aides à domicile et les aides médico-psychologiques, la région compte actuellement 57 600 professionnels. Et en fait, on peut voir dans le détail que les aides à domicile représentent la majorité de ces actifs, mais leur effectif s'est rétracté depuis 2013. Et à l'inverse, des aides médico-psychologiques qui ont, eux, de leur côté, très fortement augmenté sur cette même période. C'est les professionnels pour lesquels on voit la plus grande proportion de femmes parmi les métiers examinés aujourd'hui. Et c'est également ce métier qui compte la part la plus importante d'actifs âgés de 55 ans et plus, soit 25%, ce qui dépasse largement la moyenne régionale. Les principaux secteurs d'activité sont les aides à domicile, l'aide sociale sans hébergement, l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, l'administration publique et pour terminer l'accueil des jeunes enfants.
Et nous retrouvons plus de 10 000 projets de recrutement pour cette année, mais 76% d'entre eux sont jugés difficiles en raison du manque de main-d'œuvre disponible et des conditions de travail contraignantes. Et enfin, on estime à 25 000 le nombre de postes à pourvoir dans les années à venir. Merci beaucoup, Arthur. Donc, on a fini le tour d'horizon des métiers relevant du schéma des formations sanitaires et sociales. Je vous invite de nouveau, je vois que vous êtes plutôt timide, à poser vos questions dans le chat. Encore une fois, on est là pour y répondre. N'hésitez pas. Je pars du principe que du coup, on est très clair jusqu'ici, mais nous sommes là pour vous et c'est l'intérêt d'être en direct. Donc, on est à votre disposition. On va passer maintenant à la deuxième partie de notre webinaire qui va s'intéresser cette fois-ci aux formations du périmètre du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Le lien emploi-formation, il est toujours très important hein, sur nos sujets, sur nos politiques publiques. C'est particulièrement vrai pour les métiers relevant du schéma car ce sont souvent toujours des emplois dépendants de l'obtention de diplômes et de formations spécifiques. Donc, on va maintenant se concentrer sur ce volet-là et sur les enjeux actuels et à venir sur ces formations. Je rappelle pour précision qu'on va continuer de se concentrer sur les formations relevant du périmètre du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Il existe d'autres certificateurs, d'autres diplômes menant à des métiers du sanitaire et du social. On n'a pas le temps de tout évoquer aujourd'hui. On vous a mis à disposition quand même dans les ressources à télécharger la liste des diplômes vraiment de l'ensemble du secteur sanitaire et social et également la liste des formations du schéma. Donc, vous retrouvez ces différents documents à télécharger pour creuser ces thématiques. Donc, je vois qu'on a une question de Jean-Baptiste sur les raisons des difficultés de recrutement vers ces métiers. Je pense que nos intervenants pourront revenir dessus, justement, quand on va parler des métiers et des formations relevant de ces métiers. On prendra des exemples plus précis pour aborder ce point-là. Merci pour votre question, Jean-Baptiste. Pour débuter ce focus sur les formations, je vais de nouveau donner la parole à Arthur. Est-ce que tu peux nous dresser un rapide état des lieux de la formation relevant du schéma en région, s'il te plaît? Pour commencer sur les formations en santé, la région de Hauts-de-France a autorisé pas moins de 121 formations paramédicales et de sage-femme en 2021. Ces formations ont accueilli près de 17 000 étudiants, soit un effectif en hausse de 3% par rapport à 2017. Et on peut également noter que ces inscrits dans le cadre du schéma régional représentent près de 60% de l'ensemble des formés dans le domaine de la santé de manière générale. Sur le territoire, on les retrouve principalement sur les bassins d'emploi de Lille, d'Amiens, de Roubaix-Tourcoing et de l'Artois-Ternois. Et toujours avec les dernières données disponibles, on compte 6 000 personnes qui se sont vues remettre leur diplôme à la fin de leur cursus et 90% d'entre eux se sont retrouvés en emploi un an après l'obtention de leur diplôme. Et parmi les principales certifications obtenues, on retrouve par ordre décroissant les infirmiers, les aides-soignants, les masseurs kinésithérapeutes, ambulanciers et auxiliaires de puériculture. Voilà ce qu'on peut dire sur les formations volet santé. Et concernant les formations aux professions sociales, Arthur? Alors cette fois-ci, on dénombre 122 formations autorisées en région qui ont attiré près de 6 000 étudiants, soit une légère baisse pour le coup de 3% par rapport à 2017. Ces inscrits dans le cadre du schéma représentent 20% des flux de formés en social et on les retrouve principalement sur les bassins d'emploi de Lille, d'Amiens et de l'Artois-Ternois. Enfin, on dénombre 1900 diplômés sur cette période, avec encore une fois un taux d'insertion professionnelle extrêmement bon. Et les principales certifications obtenues sont cette fois-ci les accompagnants éducatifs et sociaux, les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, les assistants de service social et pour terminer, les éducateurs de jeunes enfants. Merci Arthur pour ce rapide panorama et pour cette vision très synthétique. Je sais que ce n'est pas toujours évident de résumer en quelques chiffres ce type d'information, donc merci pour ton esprit de synthèse. Tout à l'heure, on avait abordé vraiment l'ensemble des métiers qui pouvaient relever des formations du schéma. Cette fois-ci, on va plutôt se concentrer justement sur ces formations du schéma. Ludovic, est-ce que vous pouvez nous les représenter rapidement ?
Oui, alors il y a une grande correspondance en fait entre les métiers et les formations, hein, puisque si on fait simple, l'intitulé de la formation du diplôme d'État correspond en fait pour le sanitaire, le paramédical, quasiment au métier. Donc ça c'est facile quand on est orienteur de se positionner. Du coup, pour y voir clair, c'est un tout petit peu moins vrai sur le social, comme l'a précisé Nicolas tout à l'heure, mais on est vraiment sur le même champ, c'est-à-dire je veux devenir infirmier, je veux devenir infirmière, je vais passer mon diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière en soins infirmiers. Donc voilà, donc c'est relativement facile. Peut-être du coup vous aurez le détail dans les documents qui sont proposés avec ce webinaire pour entrer dans plus de détails. Néanmoins, dire quand même, en revenant peut-être 2 secondes sur les cartes précédentes, c'est de se dire que on a une offre de formation qui voilà, est présente sur la quasi-totalité des bassins d'emploi, avec des concentrations mais normales autour de Lille et d'Amiens, au regard aussi de la population des territoires des Hauts-de-France. Donc du coup, la formation est globalement bien l'offre de formation est globalement bien répartie pour le paramédical ainsi que pour le social, et c'est tout l'enjeu qui revient à la région, mais on y reviendra plus tard au moment des compétences, justement de faire matcher, excusez-moi le mot, au mieux les besoins en emploi avec justement l'offre de formation sur toutes ces formations du paramédical ou du social. Merci beaucoup Ludovic. Et donc, si vous voulez aller creuser les informations sur l'un ou l'autre des métiers, je rappelle que ce PowerPoint est disponible au téléchargement avec des liens cliquables sur l'ensemble des formations du schéma indiqué pour retrouver la fiche disponible sur France Compétences. Pour être de nouveau plus concret, on va reprendre le même schéma que sur notre première partie sur les métiers. Pour voir les enjeux sur les formations du schéma, on a choisi de vous mettre un focus sur de nouveau 4 formations spécifiques. Vous devinerez lesquelles, les métiers dont qu'on a évoqué tout à l'heure, pour vous souligner les points d'importance, de vigilance principaux qui peuvent faire jour aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Pour cela, donc, on va revenir sur les formations au métier d'aide-soignant. Est-ce que Arthur, tu peux nous donner quelques chiffres clés avant de laisser la parole à Arnaud? Bien sûr, et ici ce sera le même exercice, mais avec des indicateurs un petit peu plus rétrécis pour vous donner une idée des volumétries. Et donc pour commencer sur les formations d'aide-soignants, on compte en 2021 42 formations dédiées sur la région des Hauts-de-France, qui ont attiré 2400 élèves, et ce qui a marqué une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Ces inscrits représentent 14% des effectifs engagés dans le cadre du schéma, ce qui les positionne comme la deuxième formation la plus importante sur le volet santé. Et enfin, on peut noter que 87% des diplômés sont en situation d'emploi 1 an après la fin de leur cursus. Merci beaucoup Arthur. Avant de laisser la parole à Arnaud, je vais en profiter pour poser une question que Marisa nous a dit dans le chat et qui, à mon avis, va faire le lien avec vos propos, Arnaud. Est-ce que vous pourriez évoquer les possibilités de reconversion vers ces métiers? Est-ce qu'il y a possibilité d'entrer en formation à l'âge adulte? Et je sais que sur le volet aide-soignant, c'était un des points que nous avions évoqué, Arnaud. Donc, pour resituer la formation aide-soignante, c'est une formation qui a bénéficié d'une réingénierie en 2021 permettant un accès d'un niveau 3 à un niveau 4 de formation. Pour répondre à la question, il n'y a pas de condition de diplôme pour intégrer la formation d'aide-soignante. Une sélection est donc réalisée au sein de chaque institut de formation. Selon le mode d'entrée, c'est-à-dire selon la voie de formation. On peut imaginer des voies de formation classiques avec une sélection à l'entrée en formation ou des sélections plus spécifiques concernant notamment des contrats d'apprentissage où la sélection se fait via le recrutement avec l'employeur.
Donc, c'est une formation, comme je disais tout à l'heure, qui a bénéficié d'une réingénierie en 2021, qui a augmenté le temps de formation, passant à 11 mois sur un cursus complet, soit 1540 heures réparties en parts égales entre temps de formation théorique et temps de formation clinique, c'est-à-dire en milieu professionnel. Ce qui est important de retenir dans cette réingénierie, c'est que des allègements et des dispenses de blocs de compétences sont possibles en fonction des titres et diplômes obtenus antérieurement par le candidat. Donc ça, c'est des dispositions qui permettent pour certains profils de candidats de disposer d'une formation sous un parcours dit partiel. Donc, comme je disais tout à l'heure concernant les différentes voies de formation, il y a la voie classique qui passe par la sélection organisée au sein de l'Institut de formation. Il y a la VAE aussi qui est possible pour le métier d'aide-soignant, les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, sachant que concernant les contrats d'apprentissage, la sélection se fait via la contractualisation avec l'employeur et de fait, le candidat est admis directement au sein de l'Institut de formation. Et ensuite, il y a forcément les formations les formations professionnelles continues, notamment pour les ASH et les agents de service hospitalier, ou les agents de service qui peuvent bénéficier également de dispenses dans le cadre de leur formation. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Les spécificités également de la formation aide-soignante, c'est qu'elle peut s'organiser autour de 2 rentrées. Une rentrée en septembre, c'est-à-dire fin août plutôt. Aujourd'hui, selon les nouvelles évolutions de la formation d'aide-soignante, elle s'organise sur la dernière semaine d'août, voire le premier jour de septembre, ou sur une deuxième rentrée qui est organisée entre janvier et mars. Voilà ce que je peux dire sur la formation d'aide-soignante. Ce qui peut faciliter les orientations ou réorientations vers ces métiers. Merci beaucoup Arnaud. J'en profite également peut-être pour interroger Ludovic sur le sujet, puisque sur section de reconversion et d'entrée en formation, on avait également eu des questionnements sur les financements possibles. Je vous laisse la parole. Oui, donc effectivement, une des compétences de la région, on y reviendra à la fin du webinaire, c'est le financement total ou partiel des formations. Dans le cas des reconversions professionnelles, le prochain webinaire reviendra sur les conditions vraiment très spécifiques d'éligibilité des publics et des modalités de formation. Dire quand même que la formation continue est aussi financée par la région, donc pour des demandeurs d'emploi. Par contre, ce qui est sûr, et ce qu'on peut dire en un mot, la région ne finance pas la formation des salariés. Donc ça, c'est sûr. Donc il faut se rapprocher de son employeur, de son OPCO, pour pouvoir bénéficier d'un financement. Et pour la reconversion professionnelle aussi auprès de Transition Pro pour notamment avoir des sources de financement. Mais voilà, s'il faut rentrer plus dans le détail, je vous invite à notre prochain webinaire. Complètement, et ça fait lien aussi avec une question qu'Anne-Sophie nous posait sur les critères de sélection, les modalités. Donc ça, c'est plutôt des informations qu'on pourra détailler dans notre webinaire, vraiment dédié aux questions des formations, des publics, des aides éligibles, etc. Nous avons aussi une petite question, je pense, Ludovic, que vous pourriez répondre. En tout cas, on y reviendra plus tard, je pense. C'est une question de Valérie sur existe-t-il toujours des quotas pour la formation d'aide-soignants? Je propose d'y répondre comme c'est prévu dans le déroulé du webinaire au moment des autorisations et des agréments. Parfait. Un peu de suspense, du coup, nous reviendrons sur le sujet tout à l'heure. Valérie, ne vous inquiétez pas, nous avons donc bien pris en compte votre question. Merci beaucoup Ludovic, merci beaucoup Arnaud. Je vais redonner la parole à Arthur pour faire un point cette fois-ci sur les formations au métier d'infirmier. Et donc, pour les infirmiers, ce sont 34 formations dédiées qui ont été autorisées par la région de Hauts-de-France, avec 10 900 inscrits au cours de l'année 2021, et c'est une volumétrie qui est restée stable sur un an. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ces 10 900 formés font la formation d'infirmier, la première formation la plus importante parmi celles préparant au métier de la santé dans le cadre du schéma. Et pour terminer sur l'insertion professionnelle des diplômés, encore une fois, un taux qui est excellent, 90% d'entre eux sont en emploi un an après l'obtention de leur diplôme.
Merci beaucoup Arthur, ça donne effectivement de belles perspectives sur ce métier d'infirmier. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les enjeux autour de ce métier? Et je pense notamment, je reviens sur la question qui nous avait été posée tout à l'heure sur les difficultés de recrutement dans les métiers. Je pense que le métier d'infirmier peut être concerné, parce que c'était une des questions qu'on avait eues au démarrage de ce webinaire quand on l'a pensé, c'est une des formations les plus demandées sur Parcoursup, et pourtant on a des tensions derrière, donc un peu ce dilemme du métier d'infirmier et des formations d'infirmiers. Alors, peut-être plus spécifiquement sur la formation d'infirmière, cette formation va bénéficier d'une réingénierie dans les mois qui viennent. En tout cas, on attend des évolutions réglementaires pour pouvoir affiner le démarrage de cette réingénierie. Donc ça, c'est une première donnée, ce qui fait que voilà, le programme de formation risque d'évoluer concernant les formations d'infirmières. Il est forcément en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'évolution des compétences et des missions qui seront confiées aux infirmières. Donc voilà, ce sont des données qui restent en suspens actuellement. Les modalités d'admission en formation infirmière sont bien évidemment Parcoursup, mais également la formation professionnelle continue, avec la spécificité que j'abordais tout à l'heure concernant des dispositions réglementaires récentes permettant, dans des cas bien précis, à des aides-soignantes expérimentées d'intégrer la formation d'infirmière dès la 2e année de formation. Donc ça ne concernera pas l'intégralité des aides-soignantes qui souhaitent intégrer la formation d'infirmière, mais voilà, des profils particuliers dans le cadre de ce qu'on appelait dans les parcours spécifiques d'accès en 2e année pour des aides-soignantes. Donc ça, c'est des dispositions qui sont assez récentes et qui vont être mises en place en région dans les mois qui viennent. Concernant les tensions de recrutement, effectivement, on peut mettre en lien le nombre de diplômés infirmiers, mais également la pérennité dans l'emploi reste une difficulté. Je l'évoquais tout à l'heure, notamment pour les infirmières hospitalières, qui par exemple une sur 2 quitter l'hôpital ou changer de métier après 10 ans de carrière. Donc ça, c'est effectivement un point sur lequel il faut être vigilant dans la pérennité dans l'emploi de l'infirmière. Merci beaucoup Arnaud pour ces éléments de précision. Je vais redonner la parole. Alors, je ne sais pas, Ludovic, Nicolas, si vous souhaitez compléter, n'hésitez pas. Et sinon, je redonne la parole à Arthur pour passer cette fois-ci du côté des formations sociales. Oui, et nous retrouvons les assistants de service social avec 10 formations autorisées qui ont accueilli 900 personnes en 2021. Et encore une fois, c'est une volumétrie qui reste relativement stable sur un an. Et en 3e position, la formation d'assistant de service social se positionne finalement parmi les plus importantes du schéma régional, côté social. Et elle offre une nouvelle fois un très bon taux d'insertion à moyen terme. Donc voilà ce que je peux dire de manière succincte. Merci beaucoup. Au niveau des enjeux, Nicolas, Ludovic, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Mais sur les enjeux, c'est vrai qu'on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, on a un problème d'attractivité. Sur assistant de service social, on l'a remarqué notamment à l'entrée en formation. On peut le voir depuis que la formation est entrée dans Parcoursup, où il a été noté là depuis quelques années une désaffection pour ce diplôme-là et une grande difficulté donc pour les centres de formation dans le recrutement des candidats. Ce qu'on peut en dire de cette formation, c'est que c'est une formation qui est grade licence, qui se déroule en 3 ans. Pour y rentrer, il faut avoir effectivement un bac ou en tout cas un diplôme de niveau bac. L'inscription, en tout cas pour la formation initiale, se fait par le biais de Parcoursup. On peut également suivre la formation par la voie de l'apprentissage ou en formation continue. Sur ces 3 années, on va avoir 52 semaines de formation pratique et 1740 heures de formation théorique. Donc, on est vrai que, on l'a peut-être dit rapidement, mais on est sur des formations avec un aspect mise en stage qui est très important. Alors, on parle d'alternance intégrative sur l'ensemble de nos formations. Effectivement, la dimension mise en pratique est importante. Et à noter également que le diplôme d'assistant de service social est également accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Parfait, merci beaucoup Nicolas pour ces éléments. Peut-être un petit complément, Gwendoline, pardon. Juste sur, c'est vrai, je prends l'exemple ici du social, mais c'est vrai pour l'ensemble des formations, un souci sur l'attractivité.
en fait et donc du coup au niveau régional, notamment via le schéma régional des formations sanitaires et sociales, un certain nombre de groupes de travail et de webinaires comme celui d'aujourd'hui qui contribuent justement à mieux faire connaître les métiers, mieux faire connaître les formations. Et au sein du conseil régional, on a aussi une mission qui s'appelle Proche Orientation, qui propose, et notamment via le C2RP aussi, à mieux informer le réseau d'accueil, d'information et d'orientation, toujours dans cette volonté de mieux faire connaître les métiers, les réalités de la formation. On parle des stages, on parle du coup de mieux appréhender en fait pour les jeunes ou moins jeunes la réalité du métier pour vraiment donner à voir et pas rester sur des images d'Épinal de ces métiers qui justement voilà offrent, on l'a prouvé tout à l'heure avec les propos d'Arnaud ou de Nicolas, quand même des perspectives d'évolution une fois qu'on a son diplôme. Complètement, effectivement. Merci Ludovic pour ces précisions. Je vous indique d'ailleurs que dans le PowerPoint disponible en téléchargement, vous avez dans les dernières pages des ressources qui vous sont proposées, notamment une page dédiée aux ressources de proche orientation. Donc pour information pour les publics que vous accompagnez, il y a un webinaire grand public qui a justement lieu le 12 décembre dans les rendez-vous du mardi de proche orientation qui est dédié au métier de la santé. Et vous avez également les autres ressources de proche orientation comme les liens vers les fiches métiers de la santé, métiers des services à la personne, les guides des études, les conventions de stage et la liste des ambassadeurs métiers, car qui de mieux qu'un professionnel pour parler de son métier. J'en profite aussi pour indiquer, vu qu'on parle des questions d'attractivité, que nous, au niveau du C2RP, et en lien avec la région et l'État, il y a le forum Résonance qui va débuter demain sur l'innovation en formation et en orientation professionnelle. Et vous pouvez retrouver dans le programme justement des formats un peu innovants de manière de présenter les métiers en orientation ou en formation. Je refaisais un tour de la liste des actions proposées par les acteurs en région. Je vois qu'il y a notamment des actions sur comment présenter en réalité virtuelle les métiers des structures médico-sociales. Donc, je pense qu'il y a des choses aussi que vous pouvez creuser là-dessus si vous voulez des ressources complémentaires pour travailler sur la connaissance des métiers, leur réalité auprès de vos publics que vous accompagnez. Voilà. Merci beaucoup. Arthur, est-ce que de la même manière, tu peux nous dresser un petit panorama du métier d'accompagnant éducatif, des formations au métier d'accompagnant éducatif et social? Et c'est très bien dit. Et effectivement, nous allons terminer avec les accompagnants éducatifs et sociaux, pour lesquels on retrouve 1000 inscrits répartis dans 36 formations en région. Mais à l'inverse ici, on constate une baisse des effectifs par rapport à 2020. Et malgré cette tendance, cette formation reste parmi les plus importantes des formations du volet du social, en se positionnant en deuxième position en termes d'effectifs. Et bien que le taux d'insertion soit ici moins important que ceux vus précédemment, il demeure encore une fois très bon, avec 70% des diplômés en emploi 1 an après la fin de leur cursus. Merci Arthur. De nouveau, Nicolas, Ludovic, est-ce que vous avez des compléments à apporter pour mettre en lumière des enjeux spécifiques sur cette formation? Juste, effectivement, pour rester succinct également, mais une présentation rapide de la formation, parce qu'encore une fois, je pense que c'est une formation qui gagne à être connue. Hein, et puis, voilà, comme indiqué tout à l'heure, on est en plus sur une formation, en tout cas un diplôme assez récent, puisque arrivé dans le paysage depuis 2016. On est sur une formation donc de niveau 3, pas de prérequis donc exigé à l'entrée, en tout cas pas de prérequis de diplôme. Voilà, simplement un niveau 3e qui est souhaité, notamment pour l'expression écrite et la compréhension des textes. Une formation donc qui va durer 10 mois, qui se déroule d'ordinaire sur une année. Réglementairement, elle peut aller jusqu'à 2 ans. Et donc, encore une fois, on est aussi sur une formation qui mêle fortement la théorie et la pratique, puisque on a 1407 heures de formation théorique et 24 semaines de stage. Et comme pour effectivement bon nombre de nos formations, c'est une formation qui est accessible par la formation initiale, la formation continue, la voie de l'apprentissage. Et c'est un diplôme qui est également
accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience. C'est d'autant plus important de le citer qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, sur ce registre de métiers-là, on va avoir bon nombre de diplômes et de types d'activités qui sont en lien, en tout cas qui sont très proches du référentiel d'activité d'accompagnant éducatif et social. Donc la VAE sur ce domaine-là n'est pas négligeable également. Et j'en profite, Nicolas. Pardon, allez-y Ludovic. Juste un complément par rapport à ce que vient d'illustrer Nicolas. C'est un des diplômes. Il y en a pas des caisses, excusez-moi l'expression, qui est de niveau 3. Et donc du coup, ce qui est aussi intéressant par rapport à l'image que l'on a des formations du sanitaire et du social, non, ils sont pas tous avec un haut niveau. Au final, on peut être sur ces premiers niveaux de qualification avec l'AES notamment. Et donc du coup, c'est aussi intéressant pour des publics, c'est aussi demandeurs d'emploi, hein, disons-le clairement, de réintégrer cette formation pour avoir, comme ça a été précisé, un taux d'insertion professionnelle très bon et relativement rapidement. Merci pour ces éléments complémentaires, Ludovic. Et j'en profite aussi, vu que vous abordiez la validation des acquis de l'expérience, pour vous rappeler que nous avons aussi tout un pan de professionnalisation sur les questions de la VAE, mené par mon collègue Sébastien Seguin. Et il y a notamment un replay qui est disponible sur le site du C2RP sur les certifications accessibles par la VAE dans les métiers des services à la personne. Donc, je sais que Nicolas, vous aviez participé et contribué grandement à sa réussite. Donc, vous pouvez accéder aux informations sur les VAE dans les SAP via ce webinaire. Et je ne doute pas que Sébastien sera amené à faire d'autres webinaires de ce type-là pour les métiers de la santé également prochainement. Voilà, merci beaucoup. Il nous reste une dernière partie à aborder, c'est la question des compétences de la région relatives à ce schéma régional des formations sanitaires et sociales. Nous avons eu plusieurs interrogations à ce sujet, Ludovic, je vous en livre quelques-unes. Nous avons Isabelle qui nous demande si le nombre de places de formation financière par la région reste identique en 2024. Nous avions eu la question de Valérie sur les quotas pour les formations d'aides-soignants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces compétences régionales et illustrer les propos de nos participantes? Oui, bien sûr. Donc, avant de répondre précisément aux questions, une vision un peu globale en lien justement avec ce qu'on disait au début du webinaire sur les compétences qui ont été dévolues à l'ensemble des régions par les lois de décentralisation. En fait, il y a 4 piliers de compétences qui sont dévolus aux régions sur les formations sanitaires et sociales. Tout d'abord, c'est d'élaborer le schéma régional des formations sanitaires et sociales. C'est sa compétence d'animateur du schéma avec un certain nombre d'acteurs, employeurs, branches professionnelles, représentants de l'État bien évidemment, avec qui on travaille au quotidien avec l'ARS ou la DRETS. Et c'est dans ce cadre-là du schéma régional des formations sanitaires et sociales que sont travaillées 2 choses principalement. La définition de la carte des formations avec des préconisations en lien entre les besoins en emploi et l'offre de formation et un certain nombre d'actions. On va en illustrer avec deux thèmes seulement. Voilà, l'ensemble des acteurs du schéma ont trouvé pertinent, par exemple, de développer l'apprentissage et du coup se mettre autour de la table pour définir des actions très concrètes pour développer l'apprentissage ou pour favoriser l'accueil en stage. Voilà. Et donc du coup c'est dans ce cadre-là que ça se fait. Le deuxième point du schéma régional des formations sanitaires et sociales, c'est de générer régulièrement des préconisations afin de calibrer l'offre de formation
pour savoir si l'offre de formation correspond aux besoins. On le voit, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, il y a des tensions sur les métiers du paramédical et du social. Et donc, du coup, au regard d'un certain nombre d'observations, d'éléments factuels des branches professionnelles et des employeurs, on vient donner des tendances. Dit autrement, il faudrait augmenter le nombre de places en formation sur telle ou telle formation. C'est ce qui s'est fait récemment sur le paramédical, puisque collectivement, nous avons décidé d'augmenter le nombre de places pour les infirmiers et pour les soignants au regard des tensions sur l'emploi et à l'issue du Ségur de la santé notamment. Et donc, du coup, cette carte des formations, voilà, avec ces préconisations qui sont proposées par le schéma régional des formations sanitaires et sociales, permet à la région, c'est le deuxième petit carré bleu, de délivrer les autorisations de formation. C'est-à-dire que c'est de la compétence régionale en lien avec l'ADRES et l'ARS d'autoriser, d'agréer des formations, des lieux de formation, des sites dans lesquels vont se dérouler ces formations qui mènent au diplôme d'État ou aux certifications, et aussi d'en calibrer le nombre de places. Et donc, pour répondre à la question, c'est bien dans ce cadre-là que se fait ce qu'on appelle les capacités. C'est-à-dire que pour exercer en région Hauts-de-France un institut de formation de soins infirmiers, par exemple, doit être autorisé par la région, et cet institut a le droit d'accueillir, par exemple, 100 étudiants, jeunes ou moins jeunes, dans cette formation. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que se fait cette autorisation ou agrément. Et une fois qu'on a fait donc avec ces préconisations du schéma les autorisations de formation qui valent pour 5 ans en fait à chaque fois, donc on n'a pas la possibilité régulièrement de le faire, mais on le fait régulièrement quand même tous les 5 ans, voire tous les 2 ans et demi. Et eh bien on va pouvoir financer tout ou partie des établissements qui délivrent ces formations. Et donc actuellement on finance 65 établissements qui sont des établissements publics de santé rattachés à des hôpitaux, des associations telles que la Croix-Rouge, mais aussi des organismes de formation. Et donc du coup, voilà, donc ça permet au final pour les personnes qui sont en formation d'avoir une gratuité de leur formation ou d'avoir des coûts de formation allégés par rapport à la participation régionale. Et enfin, dernière compétence que les régions ont, eh bien, c'est de financer les élèves et les étudiants de manière individuelle, principalement sur critères sociaux. Et ce sont donc des bourses d'études sanitaires et sociales, principalement, qui sont données à l'instar de ce que peuvent avoir des étudiants qui sont inscrits au Crous, par exemple. Voilà. Donc voilà pour les compétences. Et dernier peut-être élément, c'est la part en fait de ces élèves et étudiants boursiers qui, au regard en gros de 22 000 élèves et étudiants en formation, on en a 10 500 qui sont boursiers. C'est-à-dire qu'en gros, on a la moitié de l'effectif qui, sur critères sociaux, peut bénéficier d'une bourse, ce qui est quand même une des particularités de la région Hauts-de-France. On n'est pas les seuls, mais à avoir du coup cette précarité quand même importante à accompagner au niveau financier aussi. Merci beaucoup Ludovic. J'ai quelques questions qui ont été posées dans le chat pendant votre intervention. On nous demande si on peut être destinataire des centres ou écoles agréées et les formations pour 2024. Et également une question sur la prochaine échéance pour demander une augmentation de la capacité d'accueil.
Tout à fait. Donc, sur la première question, vous avez, je pense, dans les liens du webinaire, un lien sur notre site régional qui donne à voir sur l'ensemble des formations proposées, et vous y retrouverez à l'endroit de ce site une carte interactive qui vous donne la possibilité de dire, ben voilà, je veux avoir la visibilité de tous les centres de formation pour aides-soignants ou pour éducateurs spécialisés, et vous avez du coup de fait la liste et les contacts sur cette carte interactive. Alors, au niveau des prochaines échéances des renouvellements, alors d'autorisation du sanitaire, il faudra attendre 2025. Et pour le social, les formations qui sont en travail social, ce sera aussi l'année prochaine. Voilà pour les échéances. Merci beaucoup Ludovic. Je reviens aussi sur une question qui nous avait été posée un peu plus tôt par Philippe, qui nous indiquait qu'en mai 2023 a été lancée une campagne via le ministère de la Santé de recrutement de 2000 à 3000 assistants de régulation médicale du 15. Est-ce que la région va se positionner en tant que financeur de l'action de formation en amont? Je vais faire une réponse de Normand. Pour dire que nous avons vu et eu cette information à ce stade au niveau de l'exécutif régional. Il n'y a pas eu de position positive en ce sens, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Bien, merci beaucoup Ludovic pour ces précisions. Nous arrivons au bout de notre premier webinaire. On a même un petit peu dépassé notre timing. J'espère que vous n'avez pas tous trop faim dans l'assistance. Je tiens à remercier nos intervenants. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message à passer aux participants du webinaire avant de clôturer notre session du jour? Ludovic, peut-être? Ah oui, peut-être déjà vous remercier de votre présence, vous dire que à chaque fois que c'est possible au niveau du conseil régional avec les collègues de l'État, on fait cet effort aussi d'information auprès de vous. Moi, le message pour vous qui accompagnez des publics vers la formation, c'est essayez au mieux, c'est ce que vous faites au quotidien, j'imagine bien, de donner à voir sur cette réalité en fait des métiers et des diplômes. Merci. Merci beaucoup Ludovic. Nicolas, Arnaud, un dernier mot également ou... Ah, Nicolas, on vous entend pas. Je pense que votre micro est coupé. Ça fait 2 fois. Pourtant, on avait répété. Non, mais juste effectivement, en complément de ce que vient de dire Ludovic, qu'effectivement, on sent qu'il y a un enjeu quand même sur nos formations, qu'elles soient sociales ou paramédicales. Moi, je parle peut-être plus du social, et que le sujet, en tout cas de l'orientation, c'est un sujet auquel, voilà, on a de nombreuses réflexions en cours. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Enfin, je peux parler effectivement côté de RETS également. Et que de ce fait, la connaissance des métiers, la connaissance des formations, là on n'a qu'1 heure et on va pas, voilà, en plus il va être midi, il va être temps d'aller manger, mais il y a un tas d'autres sujets qu'on aurait pu mettre en avant comme les déroulés de carrière possibles, on l'a touché du bout des doigts, mais il y a des choses possibles, et qu'effectivement c'est des formations peut-être injustement méconnues, en tout cas sur certains métiers, et sur lequel voilà, c'était un des objectifs de ce matin en tout cas, d'avoir pu au moins avoir une première accroche sur ces formations et donc du coup ces métiers. C'est ça, ça peut être un peu frustrant, on n'a pas pu aller dans tous les détails, on pourrait en parler pendant des heures, mais l'objectif ce sera aussi en 2024 de poursuivre la dynamique. Je rappelle d'ailleurs, on se donne de toute façon rendez-vous dès le 18 janvier à 11h pour vraiment creuser le sujet des formations du schéma. On va parler public, aide disponible de manière un peu plus détaillée. Donc, on aura l'occasion de revenir sur les sujets. Arnaud?
Donc, écoutez, je rejoins tout à fait les propos qui ont été tenus préalablement, notamment en matière d'attractivité et de connaissance des métiers, sachant que pour certains métiers, on est en attente d'évolution et on sait que les lignes risquent de bouger et il est important de se tenir informé de ces évolutions pour appréhender une connaissance précise de ce qui va être attendu demain pour certains métiers, je pense des métiers du sanitaire notamment. Merci beaucoup Arnaud. Pour conclure ce webinaire, je vous rappelle que dans le PowerPoint, vous avez à votre disposition toutes les informations dont on a pu parler pendant cette heure écoulée. Donc la page dédiée sur le site de la région dont a parlé Ludovic avec la carto de toutes les formations et tous les organismes en région. Vous retrouverez aussi en téléchargement la liste des formations autorisées dans le cadre du schéma, ainsi que la liste des diplômes plus globalement du domaine sanitaire et social. La cartographie de l'offre de formation aussi en région et toutes les informations disponibles du côté de proche orientation sur les actions qui peuvent être menées à destination du grand public dans l'accompagnement à la construction du projet professionnel. J'en profite, je vois que Véronique Plichon nous donne aussi une information complémentaire sur le travail mené par le CMQ, Autonomie, Longévité, Santé, effectivement, qui travaille beaucoup avec proche orientation pour porter cette promotion des métiers, des formations du secteur sanitaire et social. C'est vrai qu'on sait que voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà impliqués et très actifs pour mener ce travail. Donc, n'hésitez pas à aller consulter leurs ressources également. Donc, comme je vous disais, je vous donne rendez-vous le 18 janvier à 11h pour une nouvelle heure ensemble sur les formations du schéma, pour se concentrer plutôt sur les publics, les aides disponibles pour entrer en formation et pour pouvoir orienter au mieux vos publics. Encore un grand merci Arnaud, Arthur, Ludovic, Nicolas pour votre présentation ce matin. Merci à tous participants pour vos questions et votre présence ce matin. Et je vous donne rendez-vous le 18 janvier. Et en attendant, n'hésitez pas à aller consulter le programme de résonance, le forum de l'innovation en orientation et en formation professionnelle. Vous retrouverez des ressources sur certains des métiers que nous avons pu évoquer aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.